C'est-à-dire, il y a la révélation d'un coup, et de dire c'est ça que je veux faire et je ferai comme lui ou elle. Alors moi, je sais que j'ai écouté un disque de Miles Davis, Sketch of Spain, avec cette fantastique photo. J'étais petit, alors le disque me paraissait énorme, et il y avait cette merveilleuse photo de Jean-Pierre Leloir, de Miles avec une cigarette en costard. Je le trouvais tellement beau et j'entendais cette musique-là, et c'est vraiment mon premier souvenir de jazz. J'ai dit, mais je veux jouer ça. Et quand j'ai vu Kenny Clarke, j'ai dit, je ferai ça. Et après, j'ai pas quitté En plus, j'ai eu la chance de voir des concerts. À partir de ce moment-là, j'ai vu Blackhead, Joe Jones, et je pouvais aller voir derrière la batterie. Et je me disais toujours, ce que j'ai fait d'ailleurs sur une pochette d'un des disques que j'ai fait, une photo de la batterie dans le silence, dans une salle vide, mais avec les projos. Parce qu'avant les concerts, il y avait ça. Et je voyais la batterie de ces gens-là, et je me disais, un jour, ça sera moi. Alors après, je commençais à travailler la batterie. C'était un rêve, tout ça. Je mettais ma première batterie, je jouais sur ce que j'avais comme disque. Ça voulait dire jouer sur Nougaro, sur Astérix, sur un disque de Kenny Clarke, un disque de Gene Krupa et Buddy Rich à 2 batteries. Et je mettais un lampadaire au-dessus, et je m'étais arrangé pour que le lampadaire il soit vraiment avec une ampoule vachement forte pour qu'il fasse chaud, pour transpirer comme les mecs que je voyais sur scène, enfin tu vois. Et je mettais le tourne-disque à fond la caisse. Tu vois, enfin, tu vois, il y avait... question de transpiration du joint. Non, mais c'est ça. Mais tu vois, je voulais être sur scène, quoi. Mais être comme ces gens-là. Être comme ces gens-là. Je voulais être comme eux, quoi. En fait, mon premier buzz, j'avais donc 14 ans, c'était avec Mickey, Gralier, Escoudé et Albi. Au River, toujours. Au River Bob. Mickey qui est venu après, il dit, à quel âge ? Je vais avoir 15 ans, monsieur. Ça va, t'as le temps. Et alors, mais donc, à partir je sais pas, à partir de l'âge de 16 ans, j'étais vraiment très souvent là-bas. Comme les orchestres jouaient longtemps, 1 ou 2 semaines, de toute façon, le 3e set, c'était toujours les Boeufs. Et quelquefois, 4e set, parce qu'il y avait des musiciens qui arrivaient d'autres concerts. S'il y avait des gens qui passaient, qui avaient envie de jouer, il n'y avait personne pour leur dire non, donc voilà. Et donc moi j'ai pris petit à petit l'habitude de demander à faire le bœuf comme ça régulièrement. Et quasiment tous les soirs ou chaque fois que j'y allais, les batteurs qui jouaient, alors Jacques Tolo, Aldo Romano qui était le batteur qui jouait le plus là-bas. Et un jour, là je tombe sur un os parce que il y avait pendant 1 semaine en trio Michel Portal, Jean-François Jenny Clarke et Aldo. Sauf que l'os, il n'était pas chez les musiciens, il était que je ne comprenais pas ce qu'ils jouaient. Donc là, je n'osais pas demander à faire le bœuf parce qu'ils improvisaient, quoi. C'était free, à des moments ils jouaient des tempos, d'autres moments non. Des moments ils arrêtaient, j'en voyais qui arrêtaient de jouer, des duos qui se faisaient, des gens qui jouaient seuls. Je comprenais pas comment ça marchait du tout cette musique. Et chaque soir c'était plein, il y avait toujours beaucoup de monde. Et puis voilà, genre le 4e soir, moi je me dis ah bah ça y est, j'ai compris. Du haut de mes 16 ans, j'avais compris. Et donc voilà que j'ai eu la révélation au premier set. Donc d'habitude les bœufs étaient au 3e set. Et là je vais voir Aldo, je dis ça y est Aldo, j'ai compris comment vous faites. Est-ce que je pourrais faire le bœuf tout à l'heure ? Et il me dit bah oui, tu commences le prochain set si tu veux. Donc le 2e. Alors qu'il y a tout le monde qui est là pour ce trio-là, quoi. Il me dit, tu vois avec Michel, mais pour moi, il n'y a pas de problème. Et donc, je vais voir Portal. Je dis, est-ce que je peux je peux jouer avec vous ? Aldo a dit que je commençais le prochain set. Portal m'a dit, bah oui, pas de problème. Et alors, à l'époque, je devais de toute façon jouer pas bien. Mais j'avais déjà beaucoup... par contre, j'avais de la technique de poignet. Et puis, mes batteurs préférés étaient des batteurs qui jouaient fort.
dire. C'était Art Blakey, c'était Elvin Jones, c'était Tony Williams, c'était Christian Vander, c'était Billy Cobham. Et donc je monte sur scène et il y a JF qui me regardait comme ça parce que le bassiste tournait le dos au public et regardait le batteur. Et là, il y a Portal qui me dit « Vas-y, commence ». Et moi, trop content, là, je balance un enfer de batterie. Et puis, au bout d'une minute ou deux, quand même, il n'y avait toujours personne qui jouait avec moi. Donc, j'ouvre les yeux, puis je vois JF qui est les mains posées sur la basse, comme ça, qui me regarde. Bon, et puis... là, il y a Portal qui me dit « Vas-y, continue ». Ah bon, donc tout va bien. Et là, je remets une couche, mais encore pire. Et une minute après, je rouvre les yeux et je vois la basse par terre devant moi. Il n'y avait plus de JF. Et je regarde vers Portal qui me dit « Vas-y, vas-y, vas-y ». Bon, je me dis « JF va revenir ». Et là, au bout d'une minute, j'ouvre les yeux, il n'y avait plus de Portal non plus. C'était évidemment, c'était impossible de jouer avec moi, quoi. Et là, le moment que je n'oublierai jamais de ma vie, c'est le moment où il a fallu que j'arrête de jouer devant tout le monde, que les gens avaient bien vu que c'était un désastre et qu'il était hors de question de jouer deux notes avec moi. Donc j'avais fait mon solo tout seul, tu vois. Et je m'arrête de jouer et il y a juste un mec qui fait « Bravo le batteur !» Et sinon, silence de mort dans le club. Et là, il faut poser les baguettes, se lever et repartir. Et le plus beau, c'était à la fin, j'arrive au bar, tu vois, vraiment penaud, quoi. Et il y avait Portal qui était en colère contre JF. Et il disait « Mais il n'y peut rien, le gamin. On lui dit de jouer de la batterie, il joue de la batterie. » Et puis il y avait JF qui disait « Mais il a envie de jouer, il faut le laisser jouer. » Et ça a été une belle leçon. Le jazz, c'était vraiment, j'ai jamais pris un cours de batterie, donc c'est vraiment uniquement en copiant et en me disant, mais comment ils font pour faire ça? Et en essayant de refaire le même truc. Mais au niveau de l'instrument, il y a eu Jean-Claude Casatsu un jour qui m'a dit, ah oui, tu étudies la batterie, donc je devais avoir 15, 16 ans, 17 ans, et il m'a montré un exercice d'indépendance. Et j'ai dit, ah c'est ça l'indépendance, et de ça j'ai dit, ah bah s'il fait ça comme ça, bah je vais essayer de renverser, donc ça je vais le faire là, je vais le faire là, et puis ça, mais si je peux faire ça, je peux faire ça. Et puis je me souviens à la télé, j'ai vu le cirque de Moscou, où il y avait un éléphant, il y avait un tigre qui montait dessus, sur le tigre il y avait encore un animal, et puis encore une pyramide d'animaux comme ça, et j'ai dit, bah moi je vais faire pareil, c'est-à-dire qu'est-ce qui me paraît complètement inutile et con, mais qui est impossible à faire et que je vais faire. Et donc j'ai travaillé avec le corps. Ouais. Et donc je me suis fait ma technique de travail comme ça, mais au milieu de ça, j'avais quand même l'école la mieux, qui était simplement de pouvoir chaque soir jouer quelques morceaux avec des musiciens qui étaient déjà des musiciens confirmés, voire de grands musiciens, et qui me prodiguaient leurs conseils. Et même si je foutais un désastre, ils me disaient, bon, demain tu ne refais pas la même chose, hein. Je m'arrangeais, même en continuant à aller au lycée, j'avais des histoires, j'avais des plans avec ma sœur, je préparais mon cartable, si tu veux, et comme elle partait de la maison plus tôt que moi, on se croisait à l'heure où elle partait, elle me filait mon cartable qui était préparé et j'allais directement dans la cuisine dire bonjour à mon père, comme si je sortais de ma chambre alors que je venais de rentrer dans la maison, et je disais je m'en vais. Et là je ressortais et j'allais en vitesse prendre le métro pour aller à l'école, quoi, tu vois. Et les musiciens le savaient. Il y avait au début, je me souviens de JF ou Gérard Théronès me disant bon, ce soir tu rentres pas à pied, parce que je rentrais à pied quand ça se terminait plus tôt, c'est-à-dire vers 4h ou un truc comme ça, il n'y avait pas de métro. Donc je me tapais à pied d'Odéon jusqu'à ici les Moulineaux. Et il y avait des fois, s'il faisait trop froid ou mauvais temps, il y avait toujours un Gérard Théronès, un JF pour me dire tiens Pilou, prends 10 francs là, prends un taxi pour rentrer, tu vois, enfin
ou sinon, quand les gens passaient par là, Christian Vander, lui, pour aller chez lui, il passait juste à côté de chez moi. Donc s'il était là, il me déposait en vitesse. Enfin, tu vois, tout le monde était vraiment gentil avec moi. Et puis les batteurs m'expliquaient des choses, tu vois. Jacques Tolo, il était... chaque soir, il me disait au 3e set, je suis fatigué, viens jouer. Puis il me filait, tiens, on m'a donné ces baguettes, elles peuvent être bien pour toi, tu vois. Enfin, Bernard qui me disait, j'ai envie de travailler la basse, Luba, j'ai envie de travailler la basse, allez, viens jouer. Tu vois, enfin, tout le monde m'accueillait, j'ai des souvenirs fantastiques de Boeuf, où quand il n'y avait plus personne au River Bop, la patronne Jacqueline nous laissait, avec Christian Vander et Michel Gralier, et on restait là. Alors moi je prenais, je sais pas, soit Michel, soit Christian me disait, ah bah tiens, il y a ça, tiens ce rail-là rythmique, et puis moi je faisais la rythmique au piano, Michel il improvisait à droite, et Christian jouait la batterie, et on restait là, mais j'ai des souvenirs de 3-4 heures d'affilée sur les 2 mêmes accords. Tu vois, avec les 2 jouant d'une main, hop, on boit un coup et puis on continue, mais sans jamais s'arrêter, sur le même rail rythmique, sur le même truc, tu vois. Et moi faisant juste la rythmique derrière, en transe complètement, enfin, tu vois, c'est des comme j'avais des disques de jazz, mais comparé à la discothèque qu'il y avait au River Bop, c'était incroyable. Donc je restais là et je passais, je m'endormais vers 7-8 heures, je me réveillais vers 2 heures dans le club, hein. Je me réveillais vers 2 heures et puis je savais qu'il y avait du monde qui venait vers 6 heures pour faire le ménage, tout ça, et de 2 heures à 6 heures je m'en donnais à cœur joie à jouer sur la batterie qu'il y avait, tu vois, et à jouer sur les disques fantastiques, à fond la caisse, enfin tu vois, c'était... Mais c'était... Le jazz comme entêtement. Oui. Ouais, le jazz ne se passait pas dans des endroits comme les autres avant, puisque déjà il y avait... le temps était suspendu, puisqu'il n'y avait pas de limite de temps, il n'y avait pas d'horaire, puisque les gens qui y bossaient aimaient autant ça et connaissaient aussi bien les disques que les musiciens. Donc c'était vraiment, on rentrait, j'avais raconté ça, Emmanuel, il y a le club dans lequel j'ai grandi musicalement, le River Bop. Il se trouve que j'ai eu l'occasion d'y aller il y a 3 ans, à la demande de la propriétaire actuelle, pour lui expliquer comment étaient les lieux à l'époque. Je suis rentré dans cet endroit où il n'y a pas une pierre que je ne connais pas, qui ne me rappelle pas un souvenir, etc. C'est un endroit qui est... et j'étais incroyablement étonné de voir que c'était minuscule et que tous les plus grands musiciens de la Terre, quand ils passaient à Paris, ils venaient là en disant, depuis le temps qu'on entend parler de cet endroit, et c'était minuscule, quoi. Et pour les gens qui étaient des habitués, pour tous les musiciens qui étaient des habitués, c'était le monde entier, pendant le temps où on était là. Rien n'existait d'autre. Et on ne s'apercevait pas du temps. On sortait à midi, on sortait... En plus, on ne voyait pas le jour puisque c'était une cave. Donc on ne savait pas l'heure qu'il était. Et ça jouait, et ça jouait, et ça jouait, et ça buvait beaucoup aussi, mais ça jouait beaucoup. Ça parlait, ça rigolait, ça pleurait beaucoup. On écoutait des disques à fond la caisse et tout le monde se taisait pour écouter le dernier disque de machin. Religieusement, et personne ne parlait autour du bar, quoi. On écoutait. Aux pauses, la musique, les disques étaient aussi forts que l'orchestre parce que pendant la pause, on continuait à écouter. Quelqu'un m'a envoyé une phrase, quelques phrases de Wayne Shorter que je trouve très belles, où il explique que quand il était avec Miles, durant ces 7 ans, jamais ils ont parlé de musique, jamais ils ont répété. Qu'ils avaient confiance en ce qu'ils allaient jouer, et il dit mais on ne devait pas on n'avait pas pour mot d'ordre de jouer quelque chose qui ressemblait à du jazz, ni quelque chose qui n'y ressemblait pas. On jouait ce qu'on voulait, et il dit c'est même beaucoup plus inattendu que d'essayer de ne pas jouer quelque chose et de casser quelque chose.
Et il finit en disant mais d'où l'inconnu chaque soir. Et il dit comment voulez-vous répéter l'inconnu?